Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Alicia Renaud qui est consultante formatrice en gestion budgétaire dans le médico-social et qui maîtrise très bien ce sujet parce qu'avant vous étiez responsable de la tarification dans un département. Donc vous êtes vous avez bien connu à la fois de l'intérieur toutes les questions autour de la tarification. Puis ensemble on va parler budget, tarification, difficultés budgétaires que beaucoup d'établissements rencontrent, en particulier parfois liées à des insuffisances de financement sur des dépenses qui sont obligatoires, mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et puis voir aussi ce que vous pouvez proposer et comment on fait pour s'en sortir. Mais avant tout ça, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Bonjour à tous, donc je suis Alicia Renaud, comme vous l'avez dit, je suis consultante et formatrice en gestion budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc moi, je me suis lancée au 1er janvier 2024 après avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans la fonction publique territoriale et notamment en tant que responsable de la cellule qui tarifait les établissements sociaux et médico-sociaux en charge du handicap dans le Puy-de-Dôme. En fait, j'ai voulu me changer, j'ai voulu changer ma carrière, on va dire ça comme ça. À l'orée de mes 40 ans, en fait, je me suis dit que j'avais envie de me lancer des nouveaux défis. Et du coup, je me suis dit que je voulais aider encore plus les établissements et services sociaux et médico-sociaux à gérer leur budget. Je retrouvais plus ça et ces valeurs dans mes missions en tant que responsable de la cellule. J'avais envie de changer un petit peu. Alors, c'est peut-être un peu délicat de demander pourquoi, mais déjà, c'est quoi le quotidien de, de ces métiers de tarification et tout ça? Parce que pour nous, du côté plutôt établissement, on se dit, bon, bah, en fait, c'est ceux qui nous donnent pas assez de sous ou qui contrôlent, ou voilà, où il y a un côté où, mais en fait, beaucoup lié à de la méconnaissance, en fait. On sait pas du tout comment ça se passe, en fait, ou très peu. Est-ce que, voilà, comment on peut répondre à ça? Alors en fait, on a plusieurs missions. Donc la première mission, bah oui, c'est de tarifer. Quand on reçoit les budgets, on a une enveloppe globale et on la répartit en fonction des demandes des établissements. Mais on ne fait pas que ça, en fait. Ça, c'est vraiment, je dirais, un tiers de notre mission. Notre mission, c'est d'accompagner les établissements à mieux gérer leur mission et à mieux accompagner les bénéficiaires. Donc, on va beaucoup dans les établissements, on rencontre beaucoup les directeurs d'établissements et les directeurs généraux des associations qui suivent ces établissements. Et la troisième partie, c'est le contrôle, c'est-à-dire que quand on a des faisceaux d'indices qui nous disent, là, il y a peut-être des petits soucis, donc là, on va dans les établissements et puis on met en place des contrôles pour voir si tout se passe bien, si la réglementation est respectée, voilà. Et notre objectif aussi, c'est de défendre le budget pour essayer de donner un peu plus d'argent aux établissements sociaux et médico-sociaux. Est-ce que vous avez, un peu comme les établissements, vraiment les moyens de vos ambitions? Parce que sur la partie budget tarification, je veux dire, ok, c'est normal, je veux dire, il y a une enveloppe, surtout au niveau du département, sur la partie peut-être aussi aide sociale, en fait, hein, de vérifier, plafonner peut-être un peu les tarifs pour faire en sorte que du coup, ça permette de rester aussi à l'équilibre sur les comptes du département. Donc ça, on se doute que c'est un exercice déjà qui est délicat. Au-delà de ça, sur la partie accompagnement, euh, voilà, hormis ce qui est un peu obligatoire et ce qui arrive un peu souvent en retard, un peu comme les CPOM et tout ça, en réalité, on voit pas grand monde. Et du coup,
est-ce que vous êtes suffisamment... ma question elle est orientée parce que je pense avoir une idée de la réponse en fait, mais est-ce que vous êtes suffisamment staffé en nombre pour justement pouvoir accompagner tout le monde? Alors, c'est ça qui m'a fait partir, hein, clairement. Mais on a été. Franchement, quand je suis arrivée, on arrivait quand même, on avait des marges de manœuvre. Malheureusement, bah, c'était de moins en moins parce que bah, les budgets des collectivités se réduisent de plus en plus, hein, on le sait, hein. Hmm. Et du coup, on avait de moins en moins de marge de manœuvre. Pour autant, clairement, on a une enveloppe globale, un établissement qui va bien présenter ses comptes et son budget aura quand même plus de chances d'avoir plus de financement un autre établissement qui va moins bien présenter. En fait, la marge de manœuvre, on l'a à l'intérieur de l'enveloppe. Ok. Encore faut-il que l'établissement un fasse la demande, qu'il sache qu'il y a une demande à faire et qu'il le fasse, qui déjà là n'est pas gagné. Et puis après que ce soit selon des, que ça respecte les formes aussi et les procédures pour que ça Exactement. puisse Bah, clairement, parce que fonctionner. quand j'étais bah, au conseil départemental, bah, je voyais, des établissements qui n'arrivaient enfin, qui étaient toujours en déficit et qui n'arrivaient pas à défendre leur budget et d'autres qui étaient en excédent et qui accumulaient les excédents et du coup qui arrivaient très, très bien à défendre leur budget et clairement, bah, en tant que tarificateur, on avait quand même plus tendance à donner quelqu'un qui nous expliquait ce qu'il allait faire de l'argent qu'à quelqu'un qui nous donnait juste une simple feuille en nous disant: «Bah, voilà, j'y arrive pas» et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu me lancer parce que je me suis dit: je pense qu'il y a des gestionnaires, ben, ils n'ont pas la connaissance et les possibilités en interne de le faire. Et là, je peux vraiment les aider. Oui, c'est clair, parce que déjà, on est sur des procédures qui sont quand même pas forcément compliquées, mais je veux dire qui demandent quand même pas mal de connaissances, en fait, de tout le fonctionnement, le système, entre les histoires de groupes, de sections, il y a eu la transition aussi PRD, donc Mm, avec des mm. petits changements aussi de procédures. Et c'est Oui, vrai que, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut demander. En fait, on va, ouais, c'est ça, un peu aligner des dépenses et tout ça, et puis faire en sorte que ça passe. Mais en fait, on sait pas trop. Puis là aussi où je vous rejoins, c'est qu'après, il y a la question de est-ce que le directeur, il est aussi, est-ce qu'il doit tout gérer? Est-ce qu'il a juste accès correctement aux données? Je veux dire, c'est con, mais sur la question budgétaire, c'est aussi la compta. Est-ce que la compta, elle est bien faite? Est-ce qu'elle est bien structurée? Et ça aussi, c'est un métier où finalement, en fonction du parcours, en fonction même d'un type de diplôme, on peut avoir des diplômes qui sont plus orientés sur tel ou tel sujet. Et c'est vrai que le directeur, on lui demande d'être très, très multi-compétences et peut-être que cette exactement. compétence-là de presque compta, en fait, hein, de Mm. comptabilité, il l'a pas forcément, c'est pas son truc, et où du coup, c'est moins bon et ça va pénaliser, en fait, C'est l'établissement, ça. dans la durée. Bah, exactement. En fait, je répondrai sur deux volets parce qu'en fait, la comptabilité, ils ont souvent des experts comptables et des commissaires aux comptes, mais qui ne sont pas toujours formés aux spécificités de la nomenclature du social et du médico-social. Donc moi, en fait, souvent, j'interviens après le passage de l'expert comptable et du commissaire aux comptes pour traduire les comptes qui sont en plan comptable général Hmm. en nomenclature M22 bis pour les associations ou M22 pour les acteurs du public. Et donc, du coup, bah, ça, enfin, voilà, ça, c'est difficile déjà pour eux de le mettre en place. Et en plus, aujourd'hui, les directeurs, on leur demande d'être bons partout, en RH, en management, en finance, en compta, enfin, dans tout, en accompagnement du bénéficiaire, bien entendu, et ils peuvent pas tout faire. Donc, du coup, ils ont besoin vraiment d'experts et de spécialistes qui les aident là-dessus. Ouais, bah oui. Et c'est vrai que d'une grosse asso ou un groupe où on peut avoir une ressource et quelqu'un qui va bien maîtriser et qui va pouvoir prendre un petit peu la main sur les établissements et tout ça et relayer, soutenir un peu les directeurs. Moi, je pense aux établissements peut-être un peu seuls, que ce soit les petites assos, les CCAS ou voilà, où il va pas y avoir cette compétence en plus, c'est vrai, très spécifique médico-sociale, parce que franchement, un expert comptable, il a jamais appris le fonctionnement du médico-social. En fait, c'est trop Exactement. spécifique, trop, Mm, trop niche. Donc après, il peut y avoir des experts qui se sont spécialisés là-dedans. Et du coup, ça marche. Mais encore, faut-il les trouver. Et sinon, on a juste une compta, oui, analytique classique, tout à fait. mais qui fonctionne pas pour aller défendre son budget, quoi. Exactement. C'est là où j'interviens en fait, et je travaille aussi avec des commissaires aux comptes et des experts comptables qui me disent: «Moi, je suis généraliste,
Je connais très très bien la compta, mais j'ai besoin de spécialistes comme vous. Ouais, je me doute. Et à la fois donc pour valoriser ce qui est fait et puis pour défendre un budget, euh, est-ce qu'il y a des... Alors, hormis, hein, c'est sûr, hein, se rapprocher d'un comptable, d'un expert comptable, d'un consultant qui va pouvoir permettre de mettre en route les choses, déjà juste au niveau de présenter son budget, quelle bonne pratique il peut y avoir? Quels conseils on peut donner à un directeur qui est pas trop à l'aise avec ce sujet-là? Alors déjà, c'est se baser sur ce qui s'est passé sur les 3 dernières années et l'expliquer. Déjà, ça, c'est important de pouvoir expliquer les choses. Après, du coup, réfléchir et mettre en avant où est-ce qu'il est proactif sur, par exemple, la RH, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme économie, ou alors qu'est-ce qu'il apporte en plus comme accompagnement et enfin, qu'est-ce qui le démarque en fait. Et puis aussi, bah oui, vraiment reprendre groupe par groupe, qu'est-ce que je fais, et du coup avoir du concret derrière les chiffres. Ouais, on peut avoir trop tendance à faire juste un bilan chiffré en disant voilà le résultat, voilà les chiffres, et peut-être avec une analyse qui est un peu trop simple en disant bon bah voilà, mon tarif il est trop bas, donc en fait j'ai une augmentation des dépenses, j'ai de l'inflation, ok j'ai de l'absentéisme, donc j'ai un surcoût sur la masse salariale, et du coup il me manque X dizaines ou centaines de Oui, milliers mais ça d'euros. aujourd'hui, ça passe plus en fait. Aujourd'hui, si on a juste le constat, ça passe plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que bah déjà, j'ai pris conscience que bah ça va pas, qu'est-ce que je vais mettre en place? Et du coup, j'ai besoin de vous, que vous me donniez de l'argent pour pouvoir mettre ça en place. Et du coup, dans 3 ans, je serai dans cette situation-là. Et ça, on peut demander un peu plus. Parce que moi, mon sentiment, c'est qu'en gros, on a une règle et une dotation qui va être vraiment calculée à partir bah, du GMP, du PMP, et qu'à partir de là, en fait, presque, c'est pas inutile de transmettre les comptes pour montrer ce qui marche, mais en vrai, peu importe. Dans tous les cas, moi, pour moi, le sentiment, c'est que ça bougera pas, en fait, de la dotation qui est liée à une formule mathématique, et puis point barre, quoi. Alors là, on est plus sur les EHPAD. Du coup, sur les EHPAD, il y a une dotation qui est calculée. Donc ça, c'est la dotation hébergement. Je vais y arriver. Excusez-moi. La dotation hébergement, elle n'est pas calculée en fonction de ça. Il y a la dotation dépendance qui, elle, est Mhm. calculée. Et du coup, elle ne bougera pas et c'est comme ça et c'est pas autrement. Par contre, l'hébergement, lui, il y a des marges de manœuvre. Et en fait, vous aurez toujours, alors, entre guillemets, un minimum. Je ne sais pas si on peut appeler ça d'un minimum, mais en fait, l'enveloppe budgétaire, elle est déjà répartie en fonction de ce qui a été donné l'année dernière. Et Ouais. après, est-ce qu'on a plus ou moins de marge de manœuvre? Alors, si on est vraiment dans un budget tendu, on n'a plus de marge de manœuvre, on est même au-delà, et du coup, il faut réduire. Et à qui on va réduire en plus? C'est ceux qui auront le moins de justifié. Et s'il nous reste une petite marge de manœuvre, à qui on va pouvoir donner en plus? Et ben, du coup, à ceux qui ont justifié et qui nous disent, ben, dans 3 ans, je serai dans cette situation-là, dans 3 ans, je vais faire ça. Enfin, maintenant, je vais faire ça pour que dans 3 ans, je sois comme ça. Ok. Et là, alors oui, on va pouvoir discuter par exemple d'une petite augmentation de tarif si on est habilité à l'aide sociale pour essayer de, Exactement. qui va pouvoir se Exactement. justifier. Et là-dessus, un département peut lâcher un petit peu en disant, OK, en gros, on monte un peu, ça va coûter peut-être plus cher en aide sociale, mais à terme, Exactement. ça sécurise et puis Exact. ça permet Tout à fait. de mieux gérer. Et du coup, là, je pensais aussi aux autres établissements qui ne sont pas forcément EHPAD. Moi, j'ai beaucoup accompagné du coup les établissements qui étaient en charge du handicap. Et là, on le voit vraiment parce que là, il n'y a pas vraiment de calcul de base comme la dotation dépendance. Là, on est Mm. vraiment sur une enveloppe. On a un taux directeur, donc on l'applique à tout le monde, mais souvent l'enveloppe, alors soit elle est moins importante que ce qui peut être permis par le taux directeur, et donc là on va demander à faire des économies, soit on a un petit peu plus, et là, il y a possibilité quand même de négocier. Ouais. En fait, c'est surtout une question de communication et de lien qu'il peut y avoir avec, avec l'autorité de tarification où en fait, c'est comment on communique vraiment bien sur le projet, ce qu'on veut faire. Et du coup, est-ce que... Parce que moi, je pourrais avoir tendance à penser, mais c'est vraiment qu'une impression, que les établissements communiquent peu avec les autorités de tutelle en se disant finalement, plus moi je leur parle, mieux je me porte, parce que quand je leur parle, c'est qu'il y a un problème. Et que voilà. Et du coup, voilà, on communique juste les chiffres en disant ça c'est obligatoire, on vous le donne, faites-en ce que vous voulez, mais qu'il n'y a pas cette,
on va dire, ce lien de un peu de partenariat et de travail en C'est équipe c'est pour trouver les surtout ce qu'il solutions. faut pas faire en fait. En fait, on avait deux types de gestionnaires d'établissement, enfin quand j'étais au département. Hmm. On avait ceux qui nous appelaient pour faire les pompiers, on n'en peut plus, aidez-nous. Et du coup là, c'est presque trop tard. Et on avait ceux avec qui on avait vraiment des relations très régulières, avec qui on travaillait souvent. Et ben eux, c'est vrai que c'est un biais cognitif, je pense, mais c'est vrai que comme on les connaissait plus, qu'on voyait plus comment ils travaillaient, et ben, on avait tendance à être plus généreux avec eux. Et il faut Ouais, vraiment garder, c'est un des partenaires en fait. L'objectif du département, enfin, ou de l'ARS et des établissements, c'est quand même enfin, d'accompagner le bénéficiaire. On est tous là au final pour ça. Donc, du coup, c'est des fois, voilà, suivant les départements et suivant les ARS, ça peut être plus compliqué, mais en tout cas, il y a quand même un lien à avoir. ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que peut-être c'est juste le nom, hein, autorité, tutelle, où on se dit, bon, ça Genre fait, tutelle, ça se dit plus. ça fait autorité de tarification. Mais c'est vrai que c'est, ouais, on l'aborde comme ça. Après, c'est vrai que c'est. Moi, je pense que s'il y a un conseil vraiment à donner, c'est même aussi de prendre contact et d'essayer de se croiser. C'est pas facile pour tout le monde. Moi, j'ai travaillé soit dans des établissements en pleine campagne où, du coup, pour aller au département ou à l'ARS, il y a 1 heure de route et tout ça, et où, du coup, bof. Mais après, en travaillant, par exemple, dans l'île, c'est vrai qu'il y a le côté, du coup, facile. Je vais déposer alors à l'époque, on était plus sur un budget, un compte administratif, mais après le PRD, tout ça. Après, ça se faisait aussi beaucoup plus sur la plateforme. Donc c'est moins drôle, parce que moi, à un moment, il fallait envoyer en plus papier. Et du coup, le papier, je me dis, bah, quitte à payer un gros timbre, je vais y aller. Et ce sera plus sympa, Exactement. et je vais voir, et puis on va pouvoir discuter, et puis on met un visage aussi sur un nom, et c'est vrai que ça a un côté super sympa. Donc le truc, c'est est-ce qu'on peut aller voir ou prendre rendez-vous, Exactement. et puis En fait, aujourd'hui, avec le passage en EPRD, ERRD et les CEPOM, vous avez les dialogues de gestion. Et moi, quand je suis en formation, je dis souvent, provoquez-les, les dialogues de gestion, demandez-les, les dialogues de gestion. Alors, bien sûr, si c'est juste pour se regarder dans le blanc des yeux, ça sert à rien. Il faut les préparer en amont. Mais par contre, c'est intéressant de les avoir. Et du coup, ça permet aussi de se connaître et de pouvoir avoir plus d'affinité, voilà, de parler, d'avancer ensemble. non, mais c'est sûr. C'est sûr. Et par contre, là aussi, dialogue de gestion, il faut le provoquer parce que franchement, même le CEPOM, des fois, enfin, c'est pas qu'il faut le provoquer parce que ça dépend vraiment pas de nous, mais ce dialogue de gestion, si on le provoque pas, je pense qu'il aura pas lieu parce que là encore, est-ce qu'au niveau en plus, EHPAD, il faut qu'il y ait à la fois le département et l'ARS, donc je veux dire, c'est encore plus compliqué à organiser. Comment on fait vraiment pour impliquer tout le monde, quoi? Oui, 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 il faut vraiment être proactif là-dessus. Après, vous pouvez juste rencontrer le CD ou l'ARS à certains moments, suivant leur disponibilité. Mais clairement, c'est pas forcément eux qui vont aller vers vous pour vous proposer un dialogue de gestion, sauf quand ils voient que ça commence à aller mal ou en milieu de ces pommes, des fois, ils aiment bien. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant quand même de le provoquer et de se dire, j'ai envie de rencontrer mes autorités de tarification et de contrôle pour leur montrer ce que je fais, mes nouveaux projets, que je suis proactif. Ouais, c'est ça. Et puis, même le fait qu'ils puissent venir et voir comment ça se passe, voir quelque chose de réel, en fait, plutôt qu'un dossier papier ou des chiffres, ou Exactement. voilà, où, Ah en oui, fait, on oui. se dit oui, bon. Mais c'est vrai que voir les gens, voir les équipes, voir les résidents, voir le contexte, Mm. c'est toujours bien. Ok, donc bah, ça nous fait déjà des petites choses à faire. Le deuxième sujet, où là, on est sur quelque chose de beaucoup plus récent et que moi, je trouve vraiment très intéressant. Et peut-être que je j'ai pas tout compris, mais du coup, je suis bien content qu'on puisse creuser ça. C'est toute la question Ségur de la santé qui a qui a le mérite d'exister, qui est arrivé au bon moment, on en avait besoin, qui a été un petit peu rogné par l'inflation et qui fait qu'aujourd'hui, le résultat, il est pas ouf pour les équipes, mais bon, s'il n'y avait pas eu, on serait vraiment dans une situation très très catastrophique. On va dire, on est juste dans une situation pas top du tout. Sauf que pour les établissements, il y a un impact important quand on a une augmentation des salaires qui est bienvenue, mais qui est sur des salaires en principe payés par les autorités de tarification, mais qu'on n'a pas toute l'enveloppe pour payer. Et du coup, dans un contexte d'inflation, de difficultés budgétaires, déjà, on roulait pas forcément sur l'or avant, mais là, du coup, c'est galère et en plus, il y a ça. Comment on fait pour gérer et pour s'en sortir?
Alors le Ségur, en fait, il a normalement été couvert par les autorités de tarification et de contrôle, hein, c'était une obligation. Mais alors moi, j'ai vécu le Ségur dans les deux côtés, puisque en 2022, j'étais encore au département et du coup, on a calculé une enveloppe et franchement, on a essayé de la calculer au mieux. Et nous, c'était pas l'objectif de mettre à mal les établissements. Mais en fait, ce qu'on n'avait pas réellement pris en compte, c'était le passage on-off de la réduction Fillon. Et ça n'a pas été bien pris en compte. En fait, aujourd'hui, du coup, maintenant, j'accompagne des établissements bah, un peu dans les procédures, alors déjà à l'amiable puis au contentieux, pour essayer d'obtenir plus de financement. Et en fait, il y avait du coup l'enveloppe des 238 euros bruts auxquels on a rajouté les charges, mais on a rajouté les charges de façon classique. Et on n'a pas calculé ben, les impacts. Si la personne était au SMIC, elle n'est plus au SMIC, du coup, les charges sont plus du tout les mêmes. Et le on-off du Fillon. Et c'est vrai qu'en mettant bien ça en avant, on a réussi à obtenir des financements en plus. Et donc, je pense qu'il faut bah, demander à son autorité de tarification, d'abord avec une procédure à l'amiable, en lui montrant, bah voilà, oui, vous avez couvert ça, on a respecté le tableau des effectifs, on a respecté nos engagements, mais ce qui fait qu'on est dedans aujourd'hui, c'est que du coup, on a des charges qui ont bien plus augmenté que ce que vous aviez prévu. Et donc ça, il faut vraiment le chiffrer. Et du coup, une fois qu'on a chiffré ça, alors il y a des fois des procédures à l'amiable qui aboutissent, parce que bah, du coup, c'est pas dans l'intérêt des autorités de tarification et de contrôle d'aller au contentieux. Et puis bah, des fois, ça ne marche encore pas là, et puis bah, il faut pas hésiter à aller au contentieux. Et vous avez des articles de loi, hein, comme le L314-6, qui vous aident là-dessus, et du coup qui vous permettent d'aller au contentieux, parce que c'est une dépense obligatoire et qui peut être, enfin, qui doit être couverte par votre autorité. Ouais. Et ça, j'imagine que si on bouge pas, on est sûr de rien avoir. Ah bah ça c'est sûr, oui. Oui, bah oui, parce qu'ils ont quand même des budgets contraints et du coup, bah, si on fait rien, malheureusement, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Et alors Euh, souvent là-dessus, quand je suis en formation, on m'a déjà dit, oui, mais si on se fâche avec notre autorité de tarification et de contrôle, qu'est-ce que ça va faire? Alors, je leur dis, vous êtes dans votre droit déjà, et en plus, généralement, alors je vous dis pas d'aller au contentieux pour tout et rien, hein, ça c'est pas une bonne idée, mais quand vous êtes dans votre bon droit et que vous avez su dire, bah là je suis pas d'accord, eh ben les autorités de tarification et de contrôle ont parfois enfin, le biais de se dire, bah je vais faire quand même un peu plus attention parce qu'il se défend. Alors que si on se défend pas, bah du coup, bon, c'est pas très grave, ça va passer. Mais ça c'est ouais, humain. ouais, oui. C'est abusé, mais c'est vrai que ça a du sens. Ouais, on le voit, on peut faire le parallèle avec les établissements et c'est la même logique, moi, qui m'a aussi beaucoup gêné, c'est que la famille qui met la pression et qui, voilà, ben, on risque à un moment de faire une petite différence entre le résident qui a pas de famille et celui qui a une famille qui est au taquet et qui est prête à nous dégainer une claque à tout moment et où du coup on va être plus attentif. Ça devrait pas, Oui, mais en mais fait, c'est on se comme ça. protège et donc du coup, on se dit, ouais, non, j'ai pas envie de repartir dans des choses enfin voilà, que j'ai pas envie de connaître, une famille qui nous embête et tout. Ben, on va faire peut-être, même si on le fait pas consciemment, hein, c'est pas fait exprès de faire ça, mais du coup, on se dit, bah, je vais quand même faire un peu plus attention et ben, on fait plus attention, voilà. Après, c'est vrai que l'autorité, on peut comprendre la crainte et la réticence de se dire, bah oui, mais en même temps, il me finance, est-ce que je vais pas me retrouver après désavantagé sur autre chose? Il y a toujours l'autorisation qui est derrière, est-ce que... Je sais pas. Franchement, moi, je l'ai vu de l'intérieur et franchement, non. Après, Ouais. les tarificateurs, ils râlent et tout ça, hein, mais je dis pas le contraire, mais en fait, ils font quand même plus. Enfin, oui, ils font plus attention, mais il faut vraiment le mettre en parallèle avec un des résidents où la famille est bien plus présente. Eh ben, on va râler, mais du coup, on va se dire, on va quand même faire plus attention. Oui, puis ça fait aussi progresser aussi l'organisation, hein, il faut le voir comme ça, il y a quelque chose, parce que là, franchement, c'est pas juste. C'est vrai qu'il y a un côté où il y a du financement, on augmente voilà, la règle, c'est que ce soit ben, 70-30, l'ARS, le département qui prennent en charge le salaire de l'aide-soignante. C'est pas logique qu'il y ait un reste à charge, quoi.
Oui, oui, non, mais tout Euh, à fait. Après, franchement, je pense pas que ce soit fait exprès à la base, hein. C'était vraiment calculé de bonne foi. Enfin, j'en parlais encore avec des tarificateurs il y a peu de temps. Ils me disaient, mais en fait, nous, quand on a fait nos calculs, on n'avait pas cette donnée. Et quand ils disent, parce qu'il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui, pourquoi vous êtes passé en déficit, comment ça se fait? Souvent, les établissements savent pas l'expliquer. Et je discutais avec une tarificatrice il y a 2 semaines, elle me disait, mais en fait, enfin, ce que tu m'apportes là, du fait que ce soit la réduction Fillon, du fait que ce soit le passage au SMIC et plus au SMIC, mais j'en avais même pas conscience. Oui, parce qu'on est sur des trucs tellement compliqués, sur C'est des ça. histoires de paye, presque de droit fiscal, c'est super compliqué. C'est vrai que c'est ultra technique, hein, en fait, se dire Oui, qu'en dessous d'un certain salaire, on a une réduction sur les cotisations patronales et que si le salaire augmente, bon, on n'a plus cette réduction, on paye plein pot et que du coup, comme on a augmenté et qu'on a la réduction en moins, ben voilà, si on a rajouté 300, en fait, ça va coûter 400 parce qu'on perd des aides. Et ça, c'est vrai que je pense que peut-être, alors, la précipitation, c'est péjoratif, mais voilà, c'était une réforme nécessaire qui arrivait rapidement à un moment où c'était quand même un peu le bordel, ça l'est toujours, mais c'est vrai que c'était dans toute cette histoire de Covid et tout ça, où on oui. peut comprendre que ça aille vite. Ce qui est un peu plus difficile à comprendre, c'est pourquoi à un moment on se dit, ah bah tiens, on a oublié un élément de la formule, bah on la recalcule et puis on la réintègre, quoi. Pourquoi ça prend autant de temps et finalement pourquoi il faut aller au contentieux alors que on sait pourquoi il y a un problème maintenant. Parce que c'est pas si simple et franchement, en fait, les autorités de tarification et de contrôle, quand elles calculent sur une masse globale, donc elles prennent pas salaire par salaire, donc elles n'ont pas forcément la connaissance de ça. Et franchement, Hmm. enfin, j'ai encore, enfin, des autorités de tarification, je pense qu'elles n'ont pas complètement la notion de ça. Elles ont le sentiment, mais elles n'ont pas les chiffres. Et du coup, comment on le calcule? Parce que c'est pas tous les salariés qui ont ça. C'est que ceux qui Hmm. étaient en dessous de 1,6 fois le SMIC et qui passent à au-dessus de 1,6 fois le SMIC. Donc, Oui, du c'est coup, les aides-soignantes en gros. C'est vrai que oui, l'infirmière, elle était déjà au-dessus et tout ça, et du c'est coup pour ça. elle, ça change rien. Euh, ok. Alors, depuis quelques jours, il y a un nouveau sujet aussi qui porte sur la même logique, un même sujet, mais qui porte cette fois-ci sur les résidences autonomie et la question du Ségur pour tous. Où Mhm, en fait, les résidences autonomie, on leur a pas trop appliqué à la base. oui, Sauf qu'en fait, elles accompagnent aussi les personnes âgées et de la même manière, les professionnels y ont droit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les professionnels se retournent vers l'employeur en disant nous, tu nous le dois aussi. C'est normal, c'est comme ça, c'est voilà. Où là, on n'est pas sur une petite augmentation qui inclut et qui est déjà prévue, c'est où là, par contre, on n'a rien prévu pour aider les résidences autonomie à tarifer, enfin à payer ce qu'elles doivent payer maintenant, en sachant que bah, c'est des plus petites structures en termes d'effectifs, de masse salariale et de budget, ce qui les déséquilibre encore plus. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est en cours de remontée ou... alors pour l'instant, non. Je sais que le cas ne s'est pas encore présenté pour moi. Après, du coup, c'est quand même un financement particulier, les résidences autonomie. Et le Ségur pour tous, alors c'est un accord de branche, mais c'est pas, enfin, c'est opposable aux financeurs, mais tous ne l'ont pas pris encore, ne s'en sont pas encore, ne sont pas encore emparés. Et du coup, par contre, j'ai pas vraiment de retour là-dessus, sur ce qui va être fait. Ok, Surtout que les résidences autonomie, c'est quand même financé en grande partie par les résidents, à part l'aide sociale. Et du coup, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. d'accord. C'est vrai qu'il y a moins de soignants, d'aides-soignants, mais du coup, c'est un peu la même logique en disant que comme c'est Ségur pour tous, en fait, bah, on le verse à tout le monde. Comme il y a eu sur Oui, le champ du c'est ça. handicap à un moment de dire, bah, c'est pas normal que le cuisinier et le comptable, ils aient Oui, pas aussi leur prime parce qu'ils participent à un effort qui est commun, ce qu'on peut entendre. Sauf que quand vous avez, je sais pas, 100 salariés, dont un cuisinier, un comptable, je veux dire, la proportion, ça change pas grand-chose de leur donner. Et c'est ça qui a été un peu ridicule aussi. Sur les résidences autonomie, là, c'est différent parce que du coup, en fait, on augmente tout le monde d'un coup, mm, d'une manière presque opposable. Et du coup, ouais, sans financement, sans qu'il y ait forcément l'ARS qui soit impliquée.
Parce que s'il Mm, n'y a pas de forfait autonomie, bah, du coup, il n'y a pas de... c'est C'est ça. 100% département. Donc après, est-ce qu'on va jouer sur le tarif? Est-ce que c'est une dotation complémentaire? Bah, pour l'instant, c'est tellement récent que j'ai pas de retour sur les départements qui s'en sont emparés. Mais Ouais, après, j'espère. Mais après, ça va aussi beaucoup jouer sur les résidents, je pense, hein. Et c'est là ouais, où ça va être compliqué. parce que c'est une question hébergement. Mm, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres sujets sur lesquels on peut jouer positivement sur un budget pour essayer de rééquilibrer ou de gagner en marge de manœuvre? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques? Bah, je pense qu'il y a les plans pluriannuels d'investissement sur lesquels il faut vraiment travailler. Au-delà de présenter comme une liste à l'après-vert tous les investissements dont on a besoin, il faut aussi expliquer comment on va les financer, donc soit par de l'autofinancement, soit bah, les financements des autorités de tarification et de contrôle, mais aussi chercher des subventions, des financements hybrides, du mécénat, des choses comme ça. Je pense que là-dessus, enfin, il y a pas mal de dispositifs qui existent aujourd'hui auxquels on ne pense pas forcément. Et je pense enfin voilà, il faut ouvrir Ah, son c'est champ clair. là-dessus. Alors, ça pose la question juste de les trouver, de les connaître, mais là aussi, je pense qu'on va sur des sujets qui sont pas trop liés au cœur de métier, en fait. Ça qui est Oui, dur. c'est Parce que ça. plan pluriannuel d'investissement, si on parle bâtiment, travaux, tout ça, on va souvent parler maintenant économie d'énergie ou en tout cas, Mm. voilà, tous ces sujets-là, en fait, hein. Vous avez C'est, pas mal d'outils sur la nappe qui sont mis à disposition, qui sont intéressants. ouais, Euh, Notamment les calculs surfaciques, tout ça, ça c'est intéressant sur la nappe et vous avez des webinaires là-dessus qui peuvent vous aider. ok. Alors ils sont très axés sanitaires et médico-social, mais ça peut aussi donner des pistes pour tous les établissements qui sont plus social. Hmm. Bon, la fameuse résidence autonomie qui a très peu de Oui, marge de manœuvre. exactement. Et qui bon, il y a la CARSAT qui a fait beaucoup ces Oui, dernières années, exactement. Oui, et oui, qui a beaucoup communiqué et qui a su aller chercher les établissements. Mais c'est vrai que là aussi, tout est question d'accompagnement et c'est vrai qu'on voit des établissements qui s'en sortent toujours bien Mm, parce qu'ils arrivent à trouver les bons plans, à un peu sentir les coûts, les tendances, là où il y a de l'argent, là où il y a du financement. Et c'est vrai que pour avoir aussi accompagné un peu, voilà, puis regarder les appels à projets et tout ça, en fait, c'est vrai que c'est souvent les mêmes oui, qui raflent un peu tout, euh, mais juste parce que ben, ils sont proactifs, ils sont exactement. organisés, ils ont su se structurer. Exactement. Et puis ils Et ont su présenter aussi. ouais, Ils ont... oui, alors que d'autres, en fait, bah, répondent jamais. Donc Mm, forcément, c'est ça. En fait, les et, appels à projets, je pense qu'il faut pas se diversifier pour diversifier, mais il y a des choses qu'on fait déjà et qu'on valorise pas. Et du coup, il y a hmm, des appels à projets sur des choses qu'on fait déjà, ça peut être intéressant parce que ça peut apporter des financements supplémentaires. ouais, un petit bonus. Moi, c'est un truc sur lequel que je conseille parfois, mais c'est vraiment ouais, vraiment essayer d'anticiper les appels à projets en se disant, bah, voilà ce qu'on veut faire, et puis commencer à écrire, à réfléchir, voire à mettre un petit peu en place avant que l'appel à projet sorte. Alors, on ne sait pas du coup s'il va sortir ou pas, Oui, mais ce qui permet que si ça sort, ben là, on est vraiment bien avancé et et puis ça se fait, voilà, sereinement, pas dans l'urgence, et du coup, c'est quand même beaucoup plus exactement. qualitatif, quoi. Tout à fait. Et puis ça peut susciter des idées aussi aux financeurs. Ouais. Ouais, bien sûr. Oui, voilà aussi, et voire même, ouais, alors, est-ce que ça, c'est vraiment... Alors, comment ça peut se jouer, par exemple, si j'ai un... Parce que maintenant, on est vraiment dans l'appel à projet, mais si j'ai un projet, si j'ai quelque chose que j'ai mis en place, que je veux valoriser, est-ce que je peux le présenter spontanément? Oui, bah complètement, complètement. Euh, En fait, quand vous allez rencontrer votre autorité de tarification, comme on disait tout à l'heure, lors du dialogue de gestion, si vous avez des projets en bon cours, voilà, des envies, il faut vraiment leur présenter. Par contre, pas leur présenter juste des idées comme ça. Il faut vraiment que ce soit concret. Donc, il faut qu'il y ait du chiffre en face. Ouais, que ce soit structuré, que ce Tout à soit fait. pas qu'une idée, que ce soit... En fait, c'est toujours pareil, hein, c'est avoir une approche de projet pour montrer que c'est cohérent, qu'on sait où on va et Exactement. que...
Bah, le nombre Là, de projets que j'ai vus qui étaient super intéressants, qu'on avait envie de suivre en tant qu'autorité de tarification et de contrôle, qui n'ont pas abouti parce que du coup, c'était mal présenté, c'était mal pensé, enfin pratique et projet. Et du coup, bah, ça n'aboutissait pas. C'était dommage parce que c'était vraiment des choses qui pouvaient être intéressantes. Et ça, c'est une des choses qui m'a donné aussi envie de me lancer. ouais. Alors, du coup, par exemple, si on a besoin d'être accompagné, que ce soit justement pour structurer un appel à projet ou alors sur des questions budgétaires en fait, parce que vous avez un peu créé votre métier, en fait, du coup, comment ça marche? Comment on vous sollicite pourquoi et Et ben alors, on me sollicite pour plein de choses. En fait, il y a soit bah, vous êtes dans la panade, vous avez votre comptable ou votre directeur administratif et financier qui est parti et vous avez personne pour faire vos EPRD, vos ERRD, vos CPOM, vos PPI. Là, je peux vous aider et je fais pour vous. Soit vous avez des nouvelles personnes qui arrivent sur des postes de direction de finance, enfin, direction financière ou des postes de comptable qui ne sont pas du médico-social ou du social. Là, je les forme. Soit vous vous rendez compte que vous avez tout le monde en interne, mais du coup, vous avez besoin de structurer les choses. Vous vous rendez compte que le processus financier, c'est lourd à mettre en place. Il y a des choses à optimiser. Et là, je fais avec vous, en fait. ok. Ouais, donc c'est vraiment à la carte en fonction d'un contexte pour Oui, vraiment adapter une réponse à un besoin. exactement. Exactement. Euh, ok, la question, si j'estime que je suis pas financé à la hauteur de ce dont j'ai droit, que voilà. Comment ça marche? Est-ce qu'on peut travailler ensemble, une question de recours amiable? Est-ce que Alors, moi, je suis pas avocate, hein, mais par contre, je peux vous aider à chiffrer les choses. C'est-à-dire, bah, là, Hmm. par exemple, sur le Ségur, l'association que j'ai accompagnée, ils sentaient qu'il manquait quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à déterminer pourquoi. Et donc là, on a repris ben, quasiment salaire par salaire, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui était couvert et qu'est-ce qui manquait. Et donc, du coup, en fait, moi, je vais faire un diagnostic financier sur votre structure et voir, eh ben, qu'est-ce que je dépense et qu'est-ce que j'ai comme recette en face. Donc, soit la conclusion, ça va être, bah, je suis pas assez financée, et donc là, on va présenter les choses pour essayer d'avoir plus de financement, ou trouver d'autres financements que la dotation ou la tarification. Soit, eh ben, je dépense trop, et du coup, on va essayer d'améliorer les choses. Et c'est souvent un hybride entre les deux. Ouais, je comprends. Et ça me fait vraiment penser au fait que, au-delà voilà, c'est quand même des procédures et tout ça très, très spécifiques, très techniques qui demandent de l'avoir fait plusieurs fois, hein, parce que ne perdez, même quand on débute les premières années, c'est super dur de s'y Oui, retrouver, on sait pas d'où ça vient. Et je pense qu'il y a encore un sujet derrière, c'est le sujet d'un système d'information qui souvent est un peu foireux. exactement. Et même pour Exactement. vous, ça doit être une galère de se dire, mais en fait, où je retrouve les infos? Si elles Ah sont oui. partout, si elles ont été mal saisies et tout ça, ou c'est ça aussi qui plombe, je Exactement. pense, les établissements. Bah, j'interviens aussi sur des missions d'analyse de haut de bilan, c'est-à-dire savoir les réserves qui m'appartiennent et les réserves qui m'appartiennent pas. Est-ce que j'ai bien affecté mes résultats? Et là, des fois, on se sent un peu archéologue. Ouais, ça aussi, c'est quand même ultra abstrait, en tout cas. Et je pense que l'expert comptable, il sait pas faire ça. Parce que c'est Non, trop technique par rapport à des pratiques du Code de l'action sociale et des familles. exactement. C'est des trucs qu'on fait pas habituellement, ça. Bah non, 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 parce que en fait, l'expert comptable, il va bien connaître les réserves, il va connaître ça même presque mieux que moi, mais en fait, il saura pas qu'est-ce qui appartient et qu'est-ce qui n'appartient pas, parce que c'est tellement spécifique, l'affectation de résultats dans les établissements sociaux et médico-sociaux, que du coup, ça se fait pas comme une association classique, parce que du coup, vous avez votre résultat qui est bah, déterminé. À ce moment-là, vous proposez une affectation à votre autorité de tarification et de contrôle, et une fois seulement qu'il l'a accepté, vous l'affectez. Donc ça peut mettre 2 ans entre les deux, même peut-être des fois plus. Et donc en fait, le commissaire aux comptes ou l'expert comptable, lui, il a l'habitude, on s'aperçoit du résultat, on l'affecte avec l'Assemblée générale. Mais du coup, il y a une étape en plus quand on relève du CASF.
Ouais, c'est ça, c'est de déterminer, ok, c'est du résultat, mais est-ce que c'est du résultat hébergement, soins ou dépendance? Et du coup, est-ce que Exactement, ça va vers l'ARS? Est-ce que ça appartient au département? Est-ce que je peux exactement. vraiment faire ce que je veux? Et ça, et oui, et puis la question, ouais, le terme archéologie, il est juste parce que pour peu qu'on soit quelques années en arrière, C'est ça. entre ce qui a été sorti enfin, comme ce qui a été validé et tout ça, des fois, C'est ça, bon, c'est que, exactement et puis, en plus de ça, quand on est association, on fait souvent, on a souvent des dispositifs qui sont, financés par subvention et là, on a des fonds dédiés. On a des fonds dédiés, des fois, qui datent d'il y a 10, 15 ans et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait? Et on les laisse et c'est dommage parce que ça peut être des financements, sur de l'investissement ou sur des projets qui peuvent, sortir, et être utiles. bah oui. Et finalement, on peut avoir parfois des difficultés, mais se rendre compte qu'il y a des options à droite, à gauche, et qu'en Exactement, fait, ça va, quoi. Il y a de quoi s'en sortir, alors qu'on a l'impression d'être dans une situation un peu exactement. désespérée. Bon, bah super, bah merci pour toutes ces précisions. Si quelqu'un doit vous contacter en urgence, par où il passe? J'ai mon LinkedIn. Donc Ok, Alicia Renaud et sinon j'ai mon site internet financesocialactive.com et bah, après je le vous fais avez bien. toutes les informations ici. Ok, super. Et ben merci pour toutes ces infos. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médicaux.